Le vendredi 2 septembre 2016, dans l'après-midi très chaude de Wichita Falls au Texas, deux amis de 13 ans, Lauren Landazavo et Makayla Smith, rentraient de l'école en suivant leur itinéraire habituel. Mais ce jour-là, leur trajet ordinaire se transforma en un cauchemar inimaginable. Un véhicule inconnu s'arrêta brusquement devant elles, et avant même qu'elles ne puissent comprendre ce qui se passait, un jeune homme armé émergea, prêt à commettre l'impensable. Les secondes qui suivirent allaient changer à jamais le destin de ces jeunes filles et marquera à jamais la communauté voisine. Les détonations d'une arme à feu et les cris de terreur résonnèrent dans la rue, laissant derrière elles un mystère terrifiant qui allait secouer la ville et défier les notions de justice et de rédemption. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui, je vous parle d'une histoire qui m'a personnellement terrifié et que je n'ai pas vu vraiment exposée sur les réseaux sociaux et encore moins sur YouTube. Vous le voyez, les jours assez froids et sombres commencent à revenir, raison pour laquelle vous allez nous revoir avec des vestes et des pulls, et je suis désolé si je parle un petit peu bizarrement pendant cette vidéo. Je sors d'un rendez-vous chez le dentiste qui m'a plutôt pas mal fait mal et donc j'ai un peu de mal à articuler. Tout ceci étant dit, j'espère que vous êtes quand même contents et contentes de me retrouver. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour nous soutenir. Et c'est parti, on rentre dans cette nouvelle affaire horrifique. Vous allez voir, pour cette affaire, comme je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, je vais commencer par vous énumérer les faits, tout ce qui s'est passé le jour en question, et puis à partir de ça, nous allons creuser et découvrir les mystères qu'il y a autour. Nous sommes le vendredi 2 septembre 2016. Il est 15h environ et Lauren Landazavo et son amie Makayla Smith, deux adolescentes de 13 ans, marchaient sur le chemin qu'elles prenaient chaque jour pour rentrer de l'école. Elles se trouvaient dans une ruelle tranquille de leur ville natale, Wichita Falls, au Texas, profitant d'une fin de journée qui, en apparence, semblait comme les autres. Rien ne laissait présager que cet après-midi allait très mal tourner. Alors qu'elles continuaient de marcher, un véhicule inconnu ralentit à leur hauteur, avant de s'arrêter brusquement. Ce détail anormal aurait pu les alerter, mais elles n'en prirent pas conscience immédiatement. Un jeune homme sortit de la voiture et les dévisagea, son regard insistant parcourant les deux amies. Elles crurent, naïvement, qu'il s'agissait d'une mauvaise plaisanterie. Elles l'ignorèrent et poursuivirent leur route sans savoir que dans quelques secondes, leur destin allait basculer d'une façon tragique. Soudain, des coups de feu éclatèrent. Lauren s'effondra sur le trottoir, grièvement blessée. Son amie, Makayla, quant à elle, fut touchée mais parvint à s'accrocher à la vie. Ce qui avait commencé comme un jour banal venait de se transformer en un drame terrifiant, qui allait marquer à jamais la petite ville de Wichita Falls. Les enquêteurs découvriront par la suite que juste après avoir jeté un regard insistant sur Lauren et Makayla, le conducteur de ce SUV assez imposant avait récupéré un fusil à l'intérieur de son véhicule, avant de commencer à tirer sans aucune hésitation. Ce qui aurait pu sembler un simple moment de malaise s'est rapidement transformé en une scène d'horreur. Au total, 16 coups de feu retentirent dans l'air de l'après-midi très chaud de cette journée-là. 15 d'entre eux frappèrent Lauren, la laissant sans aucune chance de s'en sortir. Comme je vous l'ai dit, Makayla, quant à elle, fut touchée dès le premier tir, une balle venant la frapper en pleine poitrine. Mais malgré la douleur et la terreur qui l'a envahie, elle a trouvé une force en elle. Elle parvint à fuir et à se mettre en sécurité, échappant de justesse à une issue fatale. Pendant ce temps, le tireur, après avoir déchargé son arme, remonta calmement dans son véhicule et quitta les lieux, laissant derrière lui un chaos indescriptible. Ce carnage s'était déroulé sous les yeux d'une multitude de témoins, la plupart étant des élèves eux aussi sur le chemin du retour après leur journée au collège. Paralysés par la peur, ils regardaient avec incrédulité et effroi
la scène qui se déroulait sous leurs yeux, marquée à vie par cette terrible violence. Alors que les ambulances fonçaient en direction de la scène, la nouvelle de la fusillade se propageait à une vitesse vertigineuse à travers cette petite ville. L'horreur de l'attaque bouleversait tous ceux qui en entendaient parler. Parmi eux, Bianca Landazavo, la mère de Lorraine, qui a reçu un coup de téléphone assez glaçant. Une connaissance l'avertissait que des élèves avaient été abattus à proximité. Paniquée, elle se précipita immédiatement sur les lieux. À son arrivée, la réalité de la situation l'a frappée comme un coup de massue. Sous ses yeux, les ambulanciers paramédicaux tentaient désespérément de réanimer sa fille, étendue sur le sol, le corps criblé de balles. Lauren, son enfant unique, gisait devant elle, la vie s'échappant peu à peu, malgré les efforts acharnés des secouristes. Le cri de douleur de Bianca, face à cette scène, retentit à travers tout le monde. Des témoins oculaires ont été interrogés par la suite, et ils ont confié qu'ils seraient à jamais hantés par ces hurlements, les hurlements d'une mère dévastée, criant pour l'inimaginable. Quelques minutes plus tard, Vern Landazavo, le père de Lorraine, arriva sur les lieux, après avoir quitté précipitamment son travail à l'annonce de la fusillade. Refusant d'accepter la gravité de la situation, il se raccrocha à l'espoir que sa fille s'en sortirait, qu'elle irait bien. Mais Bianca, qui avait vu de ses propres yeux l'ampleur des blessures, savait que l'espoir n'avait plus de place. À l'hôpital, la terrible vérité fut confirmée. Leur fille, qui n'était qu'au début de sa 8e année de scolarité, avait succombé à ses blessures. Le médecin légiste a révélé plus tard que Lorraine avait été touchée par 15 balles tirées d'un fusil, calibre 22, infligeant des blessures fatales. 2 projectiles, 2 balles avaient atteint sa tête, l'une ou l'autre ayant suffi à lui ôter la vie. La cause officielle fut déclarée comme homicide, marquant le début d'une longue quête de justice pour cette famille totalement brisée. Vous l'avez donc compris, nous sommes sur 2 adolescentes, 2 jeunes filles qui rentraient tout simplement d'une journée assez chaude de fin d'été chez elles pour pouvoir tout simplement se reposer après l'école. Et le drame s'est produit, détruisant à jamais une famille. Makayla Smith, grièvement blessée lors de l'attaque, fut immédiatement admise à l'hôpital. Son état était critique, mais malgré la douleur et le traumatisme, elle parvint à fournir aux détectives un témoignage poignant. Lorsqu'elle fut interrogée, elle décrivit l'agresseur comme un jeune homme blanc, avec des cheveux châtain clair, tombant négligemment autour de son visage. Même si elle ne l'avait vu que quelques instants, elle se souvint de certains détails marquants, un nez proéminent et de l'acné visible sur ses joues. En parallèle, d'autres témoins se manifestèrent rapidement, apportant aussi des informations cruciales. Par exemple, plusieurs personnes rapportèrent avoir vu un SUV doré quitter précipitamment la scène du crime, à peine la fumée des coups de feu dissipée. Ces observations, combinées à la description détaillée fournie par Makayla, permirent aux enquêteurs d'établir un croquis composite du suspect. Ce portrait robot fut aussitôt diffusé par les médias locaux, déclenchant une mobilisation rapide de la communauté. Moins de 48 heures après la fusillade, les autorités reçurent un appel décisif. Une citoyenne inquiète signala qu'elle avait vu son voisin, Cody Lott, un homme de 20 ans, transporter ce qui ressemblait à une mallette de fusil dans son appartement, le jour du meurtre. Ce détail éveilla immédiatement les soupçons, d'autant plus que Cody Lott vivait à proximité de la ruelle où le drame s'est produit. Les détectives, intrigués par cette coïncidence troublante, décidèrent qu'il était nécessaire de mener une enquête approfondie sur Cody Lott, désormais au cœur de cette affaire. Par un étrange coup du sort, alors que même la police recevait ces nouvelles informations sur Cody, un couple contacta les autorités pour signaler qu'ils avaient aperçu un jeune homme dans un SUV doré stationné près d'un mémorial improvisé érigé sur le lieu de la fusillade. Le mémorial, où la communauté venait déposer des fleurs et des messages en hommage à Lorraine, avait attiré l'attention du suspect. L'observation ayant eu lieu quelques instants auparavant, les forces de l'ordre se précipitèrent sur place,
dans l'espoir de le localiser avant qu'il disparaisse. En approchant de la zone, les patrouilleurs repérèrent un SUV doré, se dirigeant dans la direction opposée. Le véhicule correspondait exactement à la description donnée par les témoins. Les agents firent signe au conducteur de s'arrêter, et ce dernier obtempéra sans hésitation. Lorsqu'ils s'approchèrent du véhicule, ils demandèrent à fouiller à l'intérieur. Cependant, le conducteur était confiant et il s'est présenté comme Cody Lott. Il a donné son accord sans résistance. Pensant que son intérieur avait été nettoyé en profondeur, Cody semblait persuadé qu'il ne laissait aucune trace incriminante dedans. Cependant, malgré une fouille minutieuse, les agents ne trouvaient effectivement rien lié à la fusillade. Toutefois, une découverte inattendue attira leur attention. Une paire de poings américains en laiton fut retrouvée dans le véhicule. Ces armes étaient illégales au Texas à cette époque, et leur simple possession constituait une infraction passible de lourdes sanctions. La police ne pouvait pas l'arrêter pour le meurtre à ce stade, mais les agents décidèrent d'appréhender Cody Lott pour possession d'une arme dangereuse. Il fut alors conduit au poste de police et a été officiellement mis en garde à vue, ouvrant la porte à une enquête plus approfondie sur son implication potentielle dans la fusillade. Cody Lott, ce jeune homme de 20 ans qui se sentait très confiant au point de retourner sur le mémorial où il a probablement tué une adolescente de 13 ans, se disait que jamais il ne se ferait attraper parce qu'il aurait très bien fait le ménage dans son petit SUV. N'avons-nous jamais vu pourtant sur cette chaîne qu'un tueur qui ne fait jamais totalement à 100% bien le ménage et des enquêteurs trouvent toujours quelque chose. Cody Lott a donc été placé en garde à vue et maintenant il est temps de parler de lui. Une fois Cody Lott placé en garde à vue, les autorités l'installèrent dans une salle d'interrogatoire pour tenter d'obtenir des informations sur la fusillade. Au début, il nia tout lien avec l'incident, prétendant ne rien savoir de ce qui s'était passé. Cependant, après environ 1 heure d'interrogatoire, Lott, visiblement à l'aise avec les détectives, commença à révéler une histoire troublante qui capta immédiatement l'attention de tous. Visiblement nerveux, mais animé d'une énergie assez étrange, Cody se lança dans un récit déconcertant. Il expliqua qu'il avait développé une obsession pour Lauren Landanzavo, après l'avoir vue passer quotidiennement devant l'appartement qu'il partageait avec sa mère et son beau-père. Chaque après-midi, il se posait à la fenêtre, attendant patiemment le moment où il pourrait l'apercevoir. C'est totalement flippant. Fasciné par son apparence, notamment avec ses yeux bleus verts et ses longs cheveux bruns, il en était venu à la considérer comme une sorte de possession. Aux yeux de Cody, Lauren lui appartenait, même si elle ne l'avait jamais approché ou l'avait jamais rencontré. Cependant, cette obsession malsaine se transforma en colère lorsqu'un jour, il aperçut Lauren marchant main dans la main avec un garçon de son âge. Je rappelle qu'elle avait 13 ans et Cody 20. Cet acte anodin pour n'importe qui déclencha chez Cody Lott une rage incontrôlable. Convaincu qu'elle l'avait trahi, bien que leur relation n'ait jamais existé, à part dans son esprit, il se sentit blessé et humilié. Ce fut à ce moment précis, selon ses propres mots, qu'il décida de punir la jeune fille pour ce qu'il percevait comme une trahison, voire une tromperie, alors qu'ils s'étaient jamais rencontrés. Cody, emporté par son obsession, décida de lui faire regretter une bonne fois pour toutes d'avoir croisé son chemin. Une décision tragique qui allait mener à un acte de violence impensable, scellant le destin de Lauren et plongeant toute la communauté et toute cette petite ville, notamment la famille, dans une douleur immense. Bien que Cody ait eu des relations amoureuses dans le passé, aucune n'avait duré très longtemps. Son instabilité émotionnelle et son comportement possessif avaient conduit chaque partenaire à s'éloigner de lui. Plus tard, lors des séances avec un psychiatre désigné par le tribunal, Cody avoua qu'il nourrissait une profonde haine dans son cœur envers les femmes. Il avait développé une vision déformée des relations, se montrant à la fois immature et excessivement exigeant, ce qui finissait par repousser ses compagnes. Isolé et jaloux de ceux qui l'entouraient et semblaient mener des relations épanouies, Cody s'était retiré dans un monde imaginaire.
Et dans cet univers fictif, Lorraine, qu'il considérait comme parfaite en tout point, lui appartenait exclusivement. Il se persuada que cette jeune fille, je le rappelle, à peine âgée de 13 ans et qu'il n'avait jamais approché, lui était destinée. Mais le jour où il l'aperçut avec un autre garçon, tout s'est effondré dans son esprit. C'était une scène anodine de voir Lorraine main dans la main avec quelqu'un d'autre, mais ça a totalement détruit son fantasme et sa colère s'est muée en une obsession meurtrière. Pour lui, cette trahison, qualifiée de tromperie, nécessitait une vengeance. Alors je sors de mon script, mais si jamais un jour vous vous sentez trahi ou trompé par quelqu'un, ce n'est pas une raison pour lui tirer 16 coups de fusil, enfin 15 du coup sur Lorraine. Je suis en train de me dire qu'elle avait 13 ans et qu'elle est morte juste parce qu'elle était heureuse, c'est horrible. Déterminé à punir Lorraine, Cody s'empara d'un fusil appartenant à son beau-père, qu'il récupéra dans l'armoire à armes le jour même de la fusillade. Il se prépara méthodiquement à accomplir ce qu'il considérait comme une justice personnelle. Lorsque Lorraine et Makaela apparurent enfin sur le chemin habituel de l'école, il bondit dans son SUV doré, l'arme dans la main. Arrivé à leur hauteur, il bloqua le passage en s'arrêtant brutalement devant elle. Sans hésitation, il ouvrit le feu. La première balle a frappé Makaela, la jetant au sol. Cependant, vous l'avez compris maintenant, et c'est peut-être pour ça que cette deuxième jeune fille a pu rester en vie, son véritable objectif était de tuer Lorraine. Cody dirigea alors le reste de ses tirs sur elle, ne lui laissant aucune chance à la jeune fille qu'il avait idolâtrée de manière obsessionnelle. Il ne s'arrêta que lorsqu'il se retrouva à court de balles. Dans un aveu glaçant, il regretta que son chargeur ait été vide, car selon lui, c'est uniquement ce manque de balles qui a permis à Makaela de survivre. Étant donné qu'elle avait vu son visage pour l'identifier, ça lui posait problème. Dans un retournement glaçant de sa propre justification, Cody a balayé l'excuse de la rage jalouse, et il s'est montré sous un jour héroïque, allant jusqu'à se féliciter pour ce qu'il considérait comme un acte désintéressé. Selon sa propre vision totalement déformée, en tuant Lorraine à un jeune âge, il pensait l'avoir sauvée des dangers qu'elle aurait pu affronter plus tard dans la vie, comme des violeurs, des prédateurs et d'autres choses imaginaires qui l'attendaient selon lui. Dans son esprit qui a été qualifié de malade, son geste criminel prenait une dimension de protection. Il croyait que, d'une certaine manière, en lui ôtant la vie, il lui avait évité une souffrance future, réécrivant ainsi le meurtre brutal qu'il a commis en un acte prétendument altruiste. C'est absolument fucked up de penser comme ça. Alors que les enquêteurs abasourdis l'encourageaient à revenir à la réalité, Cody continua de décrire ce qu'il s'était passé après la fusillade. Il avoua avoir pris la fuite dès qu'il avait remarqué qu'une foule commençait à se rassembler autour des corps. D'ailleurs, je dis décor, mais du coup, Makaela, elle a survécu. Pris de panique, il jeta le fusil dans un champ non loin de là, pensant que ça effacerait toute trace de son crime. Plus tard dans la soirée, quand il fut certain que personne ne le surveillait, il retourna sur place, récupéra l'arme et la remit à sa place d'origine, dans l'armoire de son beau-père, pensant ainsi échapper à toute implication. Dans sa logique défaillante, puisqu'il n'y avait aucun lien direct avec les victimes, il était persuadé qu'il resterait hors de soupçon. Il a minimisé l'ampleur de son acte, il a ignoré le fait qu'il avait tiré sur des écolières sans défense en plein jour, devant des dizaines de témoins. Lorsque les détectives ont essayé de comprendre ses motivations, ils lui ont demandé pourquoi il avait tué une jeune fille qui ne savait même pas qu'il existait. Et il a répondu avec une excitation qu'il a eu beaucoup de peine à cacher. L'attention qu'il recevait en fait dans ce commissariat le galvanisait. Il expliqua qu'il désirait une petite amie et qu'il avait convaincu son esprit que c'était Lorraine, celle qui lui était destinée. Et comme je vous l'ai dit, son rêve s'est brisé et donc il a eu un raisonnement très froid d'un pervers possessif et il a dit que si elle ne pouvait pas être sienne, elle n'appartiendrait à personne. Apparemment fasciné par le propre son de sa voix, Cody poursuivit ses aveux dans un tourbillon de délire. Il affirma avoir agi sous l'influence d'un complice, un être qui selon lui l'avait guidé et encouragé, mais ce soi-disant complice n'était personne d'autre que le diable lui-même, si on croit Cody, qu'il désigna par un nom,
Monsieur Scratch, une figure traditionnelle du mal dans le folklore américain. Cody affirma avoir consulté Monsieur Scratch avant d'aller de l'avant avec son plan meurtrier, cherchant apparemment une forme de validation surnaturelle pour ses actes. Il raconta aux enquêteurs que le diable, qu'il appelait aussi le roi des enfers, avait approuvé son attention, lui assurant que Lorraine ne faisait que recevoir ce qu'elle méritait. À partir de ce moment, tous les doutes qu'il aurait pu nourrir s'étaient dissipés. Fort de cette bénédiction, la réalisation du meurtre, qu'il qualifia lui-même d'assassinat, devint un simple jeu d'enfant à ses yeux. Après ces aveux troublants, les enquêteurs décidèrent qu'ils en avaient assez entendu. Cody Lott fut officiellement inculpé d'un chef d'accusation de meurtre au premier degré pour la mort de Lorraine Landanzavo et d'un chef d'accusation d'agression aggravée avec une arme mortelle pour les blessures infligées à Makaela. Malgré la confession détaillée et délirante qu'il avait livrée, il a plaidé non coupable des deux chefs lors de sa mise en accusation. Néanmoins, en raison de la gravité des crimes et des aveux inquiétants, il fut placé en détention sous une caution de 4 millions de dollars en attendant son procès. La fouille des appareils électroniques de Cody révéla des découvertes encore plus inquiétantes. Sur son téléphone portable, les enquêteurs mirent la main sur un certain nombre d'images de filles mineures impliquées dans des actes sexuellement explicites. Cela a donc mené à l'ajout de nouvelles charges contre lui, notamment pour possession de pédopornographie, alourdissant encore plus sa liste d'infractions. Au cours de l'enquête, une ancienne petite amie de Cody a témoigné et elle a dressé un portrait terrifiant de celui qu'elle avait fréquenté. Elle se rappela notamment un incident particulièrement violent où lors d'une dispute, Cody avait tenté de l'étrangler avec une ceinture de sécurité. Après avoir mis fin à leur relation, les violences ne s'étaient pas arrêtées. Elle a révélé que Cody l'avait kidnappée, elle et son jeune fils, les soumettant à des tortures physiques et psychologiques. Terrifiée à l'idée de subir des représailles, elle n'avait jamais porté plainte contre lui à l'époque. Ce n'est que lorsqu'elle a appris qu'il avait été arrêté qu'elle se sentit enfin en sécurité et qu'elle a décidé de parler. Le narcissisme de Cody Lott ne fit que croître après son arrestation. Il suivait avec attention la couverture médiatique de l'affaire, s'assurant d'être au courant de chaque détail rapporté par les journaux et les chaînes de télévision. Lorsqu'il découvrit que les médias qualifiaient la fusillade de violence aléatoire, il entra dans une colère noire. Pour lui, cet acte n'avait rien de spontané. Au contraire, il estimait qu'il devait être reconnu pour le soin méticuleux qu'il avait mis à planifier ce meurtre. Cela faisait des semaines qu'il nourrissait son projet macabre, et il tenait à ce que le monde entier en soit conscient. Dans une sorte de manifestation déconcertante de son manque total de confiance en soi, il persista à plaider non coupable, tout en exigeant paradoxalement que l'on reconnaisse la préméditation et les efforts qu'il avait investis pour orchestrer l'assassinat de Lorraine. Les personnes qui connaissaient Cody Lott le décrivaient comme un individu profondément gâté, ayant bénéficié d'une indulgence excessive depuis sa naissance. Entouré de privilèges et de traitements spéciaux, il avait grandi en croyant que le monde et ceux qui l'entouraient devaient se conforter à ses désirs. Cette attitude le caractérisait comme un tyran colérique qui prenait beaucoup sans jamais donner grand-chose en retour. Cody Lott était également connu pour son comportement de toxicomane récréatif, ce qui ne faisait qu'ajouter à son image d'inadapté social. Bien qu'il parvint parfois à fonctionner normalement lorsqu'il servait ses objectifs personnels, il oscillait constamment entre des comportements acceptables et une dérive vers des actes de folie. Ses excès et ses comportements étranges avaient marqué sa réputation depuis longtemps, faisant de lui un personnage à la fois excentrique et inquiétant dans l'esprit de ceux qui l'entouraient. Le procès de Cody Lott, initialement prévu pour mars 2018, fut reporté après que la défense ait réussi à convaincre le tribunal qu'il était mentalement inapte à comprendre les procédures. Il fut donc placé sous observation et reçut un traitement intensif dans un établissement psychiatrique. Après 6 mois de ses soins, il fut déclaré apte à subir son procès. Lorsque le procès reprit,
le procureur du district Maureen Shelton et le procureur en chef Ron Poole présentèrent leur cas avec fermeté devant le jury. Ils décrivirent Cody comme un individu calculateur et méthodique, ayant traqué Lorraine pendant près d'1 an avant de passer à l'acte. Ils soulignèrent que le meurtre n'était pas un acte de violence spontané, mais le résultat d'une planification minutieuse. Les procureurs mirent également en avant le fait que Makaela aurait probablement été tué s'il n'avait pas été à court de munitions, renforçant ainsi l'argument selon lequel l'attaque avait été délibérée et ciblée. En revanche, la défense de Cody fit valoir que leur client souffrait de graves troubles mentaux qui altéraient sa capacité à distinguer le bien du mal. Ils arguèrent que bien que Lot fût effectivement le tireur, il avait agi sous l'influence de pensées et d'impulsions incontrôlables qui échappaient à son contrôle. Selon la défense, Cody n'était pas un tueur réfléchi, mais plutôt une victime de ses propres troubles, lesquels le poussaient à commettre des actes horribles sans qu'il en ait pleine conscience. Après avoir entendu les arguments des deux parties, le jury délibéra pendant 40 minutes avant de rendre son verdict le 19 septembre 2018, déclarant Cody Lot coupable des charges retenues contre lui. Lors de la phase de la peine, il fut condamné à la prison à vie, avec une période de 20 ans supplémentaires. Conformément aux lois en vigueur au Texas, il sera éligible à la libération conditionnelle en 2048. À ce moment-là, il aura 52 ans s'il parvient à obtenir une offre de liberté conditionnelle. Tout au long du procès, il se montra comme l'incarnation même de l'arrogance. Il ne manifesta jamais le moindre regret pour le meurtre de Lorraine, une élève de 13 ans, mais ni pour les souffrances infligées à son amie Makaela, elle aussi adolescente, totalement sans aucune histoire. Son absence totale de remords pour ces actes horribles et l'impact durable qu'ils ont eu marqua profondément le tribunal. Quant à Makaela, elle porte le poids de cette journée tragique en permanence. Ayant survécu à l'attaque avec des blessures graves, elle vit avec une balle logée dans sa poitrine. Les médecins ont déterminé que le retrait de celle-ci aurait probablement causé plus de dommages que de bénéfices. Donc la balle est restée en place. Bien qu'il y ait l'espoir que le projectile se déplace naturellement vers une zone où il pourrait être retiré, rien ne garantit qu'un tel jour arrive. Makaela continue de faire face aux conséquences physiques et émotionnelles de l'attaque, chaque jour rappelant un traumatisme qu'elle a enduré. Enfin, pour rendre hommage à Lorraine et honorer les luttes de Makaela, une statue mémorielle fut érigée sur le terrain du collège. Cette œuvre d'art représentait un cheval noir royal, symbolisant la dignité et la force. Le monument est d'ailleurs décoré de messages d'amour, tels que « vivre »,« aimons »,« aimant », capturant l'esprit positif et bienveillant que Lorraine incarnait. Les empreintes des pattes peintes en violet et bleu, les couleurs préférées des filles, ajoutent une touche personnelle et colorée au mémorial. Pour ceux qui avaient aimé Lorraine et l'avaient perdue de manière inconcevable, la statue était un hommage parfait à la jeune fille dont la compassion avait touché à la fois les êtres humains, mais aussi les animaux qu'elle aimait beaucoup. Ce monument sert de rappel permanent de lumière que Lorraine avait apporté dans la vie de ceux qui l'entouraient. Elle était connue pour sa gentillesse envers tout le monde. À l'école, elle s'était d'ailleurs forgé une réputation de wagon d'accueil, laissant donc sous-entendre qu'elle accueillait tout le monde, qu'elle discutait avec tout le monde. Elle mettait tout en œuvre pour accueillir chaleureusement les nouveaux étudiants, faisant tout ce qui était en son pouvoir pour les faire se sentir chez eux. Ceux qui la connaissaient bien savaient qu'elle aurait traité Cody avec un respect qu'il ne méritait pas, s'il avait eu l'occasion de se présenter dans sa vie. Bien qu'elle n'aurait jamais envisagé de poursuivre une relation avec un homme adulte, elle aurait au moins offert son amitié. Malheureusement, comme le démontrent les délires de son tueur, rien de ce qu'elle aurait pu dire ou faire n'aurait changé son destin. Malheureusement, la statue érigée en l'honneur de Lorraine fut volée par des vandales le 1er octobre 2020. Le monument fut arraché de force de sa fondation. Après des recherches, le cheval a été retrouvé brisé en morceaux dans un garage. Le vandalisme qui s'abattit sur le mémorial, symbole d'amour, ne fit qu'ajouter de la douleur et la tristesse à ceux qui la connaissaient. Personnellement, je trouve que c'est absolument horrible que des gens aient décidé de détruire ce mémorial. Grâce à une ligne de conseil mise en place par la police 2 mois après le vol, on a pu retrouver Zachary, âgé de 19 ans, et son ami Tyler, qui ont été arrêtés pour ça. Peu après, leurs complices Dakota et Brayden furent également placés en détention.
Zachary a finalement été reconnu coupable et condamné à verser 400 $ de restitution pour les dommages causés. Il a aussi dû purger une peine de prison de 2 ans. Toutefois, en réponse à une demande des parents de Lorraine qui croyaient en sa capacité de rédemption, le juge a décidé de suspendre cette peine, accordant à Kaiser, donc à Zachary, une seconde chance en dehors des murs de la prison. Mais il se retrouvant à nouveau en conflit avec la loi, il a fait des violations répétées et donc il a été renvoyé en prison. Finalement, le 27 mai 2021, un nouveau mémorial a été installé devant le collège. Enfin, le 11 juin 2019, l'État du Texas a adopté la loi de Lorraine, une législation marquante qui érige le meurtre délibéré d'un enfant de moins de 15 ans en infraction capitale. À l'époque du meurtre de Lorraine, l'âge limite était de 10 ans, ce qui avait rendu son tueur inéligible à la peine de mort. Les parents de Lorraine, déterminés à transformer leur douleur en changement positif, avaient œuvré sans relâche pour faire adopter cette loi. Le procès et la condamnation de Cody ne purent jamais effacer la douleur profonde laissée par ses actes. La loi de Lorraine fut une lueur d'espoir dans l'objectivité, apportant des directives plus strictes pour protéger les enfants. Bien que cette législation ne puisse pas réparer les torts infligés, elle incarne l'engagement à prévenir d'autres tragédies similaires. La statue brisée mais remplacée symbolise la persistance du souvenir de Lorraine, un rappel que même face à la tragédie, l'espoir et la détermination peuvent transformer la douleur en une force pour le bien. Voilà tout le monde pour cette histoire et cette vidéo, cette histoire qui m'a énormément touché parce qu'on est encore une fois sur des personnes qui juste vivaient leur vie, elles marchaient, ces deux adolescentes de 13 ans marchaient pour rentrer chez elles de l'école et elles sont tombées sur un mec qui observait l'une d'elles, qui était obsédé par l'une d'elles et qui s'est dit « elle a un copain, je vais la tuer ». Et en plus de ça, il essaye de minimiser ses actes en disant que c'est le diable en personne qui lui aurait convaincu de faire ça et en plus, il n'est pas assez content du fait que les journaux parlent de lui d'une mauvaise manière. Bref, cette histoire est extrêmement triste, me touche beaucoup et en plus me rend un petit peu en colère. J'espère qu'elle aura pu vous intéresser, vous apprendre quelque chose et surtout qu'elle était inédite pour vous. Jarmeka Yvonne Whitehead, plus connue sous le surnom de Nikki auprès de ses proches, n'a jamais vraiment connu une vie paisible ou ordinaire. Dès sa naissance, les circonstances de son existence ont été marquées par des difficultés profondes et des épreuves. Elle est née le 18 avril 1975 dans un contexte assez troublant étant donné que Nikki a vu le jour derrière les barreaux d'une prison, où sa mère purgeait une peine pour possession de drogue. Ce début de vie déjà chaotique allait en grande partie définir son avenir. Privée d'attention maternelle, c'est sa grand-mère qui l'a recueillie et s'est efforcée de lui offrir une certaine stabilité. Cependant, cette éducation n'a pas été simple. Sa grand-mère, malgré toute sa bonne volonté, avait du mal à maintenir Nikki sur le droit chemin. Elle n'avait pas les ressources ni la fermeté nécessaires pour poser des limites claires à la jeune fille. L'enfance de Nikki a ainsi été marquée par une absence de structure. Contrairement à de nombreux autres enfants de son âge, elle n'avait pas de couvre-feu à respecter ni de règles à suivre. Elle jouissait d'une grande liberté, allant et venant comme bon lui semble, sans réelle surveillance. Cet environnement de laxisme l'a conduite, dès l'adolescence, à faire des choix qui allaient profondément impacter sa vie. À seulement 17 ans, Nikki est tombée enceinte de jumelles. Ces deux petites filles, qu'elle prénommerait Jasmia et Tasmia, allaient devenir le centre de son monde, mais aussi le point de départ d'une série d'événements tragiques. Nikki, encore jeune elle-même et avec peu de repères, se retrouvait désormais mère de 2 enfants, avec toutes les responsabilités que cela implique. Vous l'avez donc compris, nous sommes sur une jeune fille, une jeune femme, qui malheureusement n'a pas vécu une enfance facile, qui n'avait pas de cadre et pas de structure, et qui malheureusement, par des choix qui certainement ont été favorisés par cette enfance défavorable,
défavorisées l'ont conduite à devenir une mère très jeune. Alors attention, personnellement je n'ai rien contre les mères jeunes et les parents jeunes, mais il est vrai que parfois, ici vous allez le voir, ça peut un petit peu compliquer la vie et ça peut également transmettre de mauvaises choses et une mauvaise éducation aux enfants eux-mêmes si on n'en a pas eu une très bonne. Nikki n'avait pas de limite et la question qui se pose à ce moment est: est-ce qu'elle arrivera à en donner à ses filles ? Et attention, je précise que ce que je dis n'a pas du tout pour but d'être péjoratif, c'est juste qu'on est dans une histoire assez compliquée pour Nikki et donc effectivement le fait d'avoir des enfants à 17 ans avec un manque de structure et un manque de barrière finalement pour soi-même peut être dur aussi pour les filles. Pendant les 12 premières années de leur vie, Jasmiyah et Tasmiyah ont grandi sous le toit de leur grand-mère, tout comme leur mère Nikki avant elle. La relation entre Nikki et sa grand-mère était teintée de cette même lutte pour la stabilité. Mais Nikki nourrissait de grands rêves pour ses filles. Elle voulait désespérément leur offrir une existence bien plus favorable que celle qu'elle avait connue. Elle refusait de les voir emprunter le même chemin difficile qu'elle avait parcouru. Ainsi, dans un geste de détermination, Nikki a pris une décision radicale. Quitter l'environnement protecteur mais limité de sa grand-mère pour recommencer ailleurs avec ses filles. Les trois ont donc déménagé à Corniers en Géorgie, dans l'espoir de bâtir un avenir meilleur. Le désir de Nikki d'améliorer la vie de ses filles était palpable. Elle voulait non seulement leur offrir une stabilité financière, mais aussi des expériences et des opportunités qu'elle-même n'avait jamais eues. Elle s'assurait qu'elle ne manquait de rien, les inscrivant à des cours de danse et des cours de musique, convaincue que ces activités enrichissantes pourraient justement enrichir leur éducation. Elle leur permettrait de s'épanouir. Nikki portait une attention particulière à leur apparence, s'assurant que Jasmiyah et Tasmiyah soient toujours présentables, élégantes même. Elles étaient souvent complimentées pour leur allure, cheveux toujours bien coiffés, maquillage subtilement appliqué et tenues vestimentaires stylées. Nikki, malgré les défis qu'elle rencontrait, veillait avec soin à ce que ses filles aient tout ce dont elles auraient besoin pour réussir, tant sur le plan social que sur le plan personnel. Elle voulait plus que tout effacer les stigmates de son propre passé, pour ceux qui observaient de l'extérieur. Elle semblait y parvenir avec brio. Pourtant, sous cette façade de vie parfaite, des tensions commençaient lentement à émerger, alimentés par des conflits que personne ne pourrait encore percevoir. À mesure que Jasmiyah et Tasmiyah grandissaient, elles continuaient d'impressionner leur entourage. Brillantes à l'école, elles excellaient dans leurs études, obtenant des notes parfaites, des A, ce qui laissait entrevoir un avenir plus que prometteur. Leurs ambitions étaient très grandes. Les jumelles nourrissaient toutes deux le rêve d'intégrer un jour la précieuse université de Harvard. Pour Nikki, voir ses filles viser si haut était la confirmation qu'elle était sur la bonne voie en tant que mère. Elle était convaincue que ses efforts pour leur offrir une fille meilleure portaient enfin leurs fruits. Cependant, cette harmonie apparente a commencé à se fissurer à l'approche du lycée. Comme beaucoup d'adolescents, Jasmiyah et Tasmiyah ont progressivement gagné en indépendance et en caractère. Avec l'adolescence, les défis comportementaux sont apparus et Nikki s'est retrouvée à une réalité toute nouvelle. Pour garder le contrôle sur ses filles, elle devait durcir le ton. Jusqu'alors, Nikki avait essayé de se montrer compréhensive et souple, mais face à leurs attitudes de plus en plus rebelles, elle s'est vue obligée d'instaurer des règles strictes. Dire non à ses filles était devenu une nécessité, et c'était aussi une tâche particulièrement difficile. Ayant grandi sans véritable limite elle-même, Nikki n'avait jamais vraiment été exposée à la discipline stricte, et c'est une dynamique qu'elle devait désormais apprendre à imposer. Pour Jasmiyah et Tasmiyah, ce changement soudain fut douloureux à accepter. Après des années de liberté et d'absence de contraintes, entendre leur mère fixer des limites claires, leur refuser des choses qu'elle avait pourtant avant autorisées, provoquait pas mal de tensions. Le trio, autrefois inséparable, commençait doucement à se diviser. Les confrontations entre Nikki et ses filles devinrent de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Les disputes, qui avaient autrefois été rares et banales, prenaient maintenant des proportions inquiétantes. Au fur et à mesure que Nikki tentait de reprendre les rênes de la situation,
Ses filles semblaient se braquer davantage, résistant à cette nouvelle autorité qu'elles n'avaient jamais connue. Ce qui avait autrefois été une famille unie commençait lentement à se transformer en un champ de bataille émotionnelle, où l'amour et la frustration s'entremêlaient dans un conflit latent. Jasmia et Tasmia, que tout le monde appelait Jazz et Tas, ne supportaient plus les nouvelles règles imposées par leur mère. Elles en voulaient amèrement à Nikki pour la discipline qu'elle essayait de leur imposer. Ayant grandi avec une certaine liberté quasi totale, elles n'étaient pas prêtes à accepter qu'on leur dicte ce qu'elles pouvaient ou ne pouvaient pas faire. Les nouvelles restrictions mises en place par Nikki, comme l'interdiction d'utiliser leur téléphone après une certaine heure, ou l'obligation de respecter un couvre-feu, étaient perçues comme des attaques personnelles. Nikki leur interdisait désormais de sortir tard dans la nuit et s'assurait qu'elles étaient en forme pour l'école. Mais ces tentatives de restaurer l'ordre ne faisaient qu'attiser la colère des jumelles. Cette frustration mutuelle a atteint un point de rupture lorsqu'un jour, Nikki, exaspérée par leur comportement, a confisqué le téléphone portable de Taz. Et ce qu'elle a découvert à l'intérieur l'a bouleversée. Sa fille, âgée de 13 ans, échangeait des messages avec des garçons de 17 ans. Pour Nikki, cela représentait bien plus qu'une simple violation des règles. Elle voyait là une dangereuse dérive, un rappel des choix risqués qu'elle-même avait faits dans sa jeunesse. Pour elle, c'était une question de survie, celle de protéger ses filles du chemin qu'elle avait elle-même emprunté et qu'elle pourrait emprunter. Cependant, pour Jazz et Tas, c'était une trahison de plus de la part de leur mère, une intrusion dans leur intimité. La confrontation qui a suivi cette découverte a rapidement dégénéré. Ce n'était plus une simple querelle de famille. Une véritable guerre silencieuse s'installa entre Nikki et ses filles, où chaque partie cherchait à prendre le contrôle. Jazz et Taz, blessés dans leur orgueil et dans leur désir d'indépendance, devinrent de plus en plus résistantes et rebelles. Les disputes quotidiennes se transformaient donc en combats acharnés. Et Nikki, malgré tous ses efforts pour imposer son autorité, voyait son contrôle lui glisser entre les doigts. Ce conflit explosif culminait dans des cris, des portes qui claquent, une ambiance de plus en plus tendue dans la maison. Nikki, désespérée, tentait encore de maintenir l'ordre et de ramener les filles sur le droit chemin. Mais chaque tentative semblait aggraver la situation. Taz et Jazz, autrefois petites filles adorables, dont elle s'occupait avec tant de soin, semblaient maintenant se retourner contre elle. Ce qui allait suivre était inévitable. Les disputes entre Nikki et ses filles prenaient des tournures de plus en plus sombres et dangereuses. La rage qui bouillonnait chez les jumelles était devenue incontrôlable. Et Nikki, malgré son amour maternel et son désir de protéger ses enfants, ne pouvait plus contenir cette colère. Une bataille décisive s'annonçait, une bataille qu'elle ne gagnerait pas. Malgré tous ses efforts pour rétablir l'ordre, Nikki perdait pied. Le contrôle qu'elle essayait de garder s'effondrait, laissant place à un climat de tension insoutenable dans la famille. Les jumelles, autrefois perçues comme douces et respectueuses, avaient radicalement changé. En un laps de temps relativement court, elles s'étaient transformées en terreur, en proie à une rébellion féroce contre leur propre mère. Les tensions entre Nikki et elle étaient devenues si explosives que la police avait déjà dû intervenir à plusieurs reprises pour disputes domestiques. L'officier Mira était l'une des personnes qui avait été appelée pour intervenir dans son climat de conflit. Lors d'un de ces incidents, après une altercation assez violente, il avait été témoin de l'intensité des tensions au sein du foyer. Jazz et Taz, dans une tentative désespérée, avaient supplié l'officier de les laisser retourner vivre chez leur arrière-grand-mère, affirmant que la vie là-bas était bien plus simple, sans les règles strictes que leur imposait leur mère. D'ailleurs, je crois que je me suis trompé au début de la vidéo, j'ai dit que les filles habitaient avec leur grand-mère, mais non, c'est bel et bien la grand-mère de Nikki. Donc leur arrière-grand-mère. Pour elle, cette maison représentait un refuge, loin des restrictions que Nikki tentait d'instaurer. Cependant, malgré leurs larmes et leur détresse, l'officier ressentait un malaise. Quelque chose dans la situation ne semblait pas cohérent. Après avoir interrogé Nikki et les jumelles, un sentiment troublant s'est installé. Lorsque l'officier quitta la résidence, celui-ci ne pouvait plus se résoudre à partir complètement. Instinctivement, il s'est caché à proximité,
sentant que l'incident n'était pas réellement terminé. Et c'était vrai. À peine 3 ou 4 minutes plus tard, un cri perçant venant de l'intérieur de la maison l'alarma. L'officier se précipita vers la maison. En approchant, accueilli par Nikki et en état de panique totale, courant hors de la maison, un téléphone sans fil à la main, essayant de composer le 911. Nikki était hystérique, elle criait que ses filles s'étaient retournées contre elle. Apparemment, dans un accès de rage incontrôlé, ses filles l'avaient violemment attaquée, transformant la situation déjà tendue en terreur et en chaos. De leur côté, les jumelles ont partagé leur version, tentant de retourner tout ceci à leur avantage. Elles accusaient leur mère d'être celle qui avait dérapé, affirmant que Nikki était devenue physiquement violente dès que la police avait quitté les lieux. Selon les filles, c'est la maman qui était submergée par la colère et qui les avait agressées. Elle n'aurait fait que se défendre. Mais la police, avec un regard expérimenté et une intuition affûtée, n'était pas dupe. En examinant de plus près les personnes impliquées, elle remarqua des détails qui contredisaient le récit des jumelles. Nikki portait sur son corps des marques évidentes, des égratignures profondes, des traces visibles sur son bras et sur sa poitrine, des signes manifestes d'une agression. En revanche, les jumelles, elles, ne présentaient aucune blessure, pas la moindre marque, pas même une éraflure, ce qui suggérait qu'elles n'avaient pas été agressées comme elles le prétendaient. Cette découverte renforça les soupçons de la police. Les filles tentaient de manipuler la situation. Elles mentaient, cherchant à se faire passer pour des victimes, alors que c'était Nikki qui avait subi la violence. Le conflit au sein de cette famille avait atteint un point de non-retour, où les rôles des victimes et agresseurs s'entremêlaient dans une dangereuse spirale de mensonges et de colère. Pour Nikki, ce combat contre ses propres enfants prenait une tournure très sombre. L'officier Mira, qui avait déjà été témoin des détériorations au niveau des relations entre les filles et Nikki, avait remarqué un autre élément. Après l'incident, Jasmia et Tasmia étaient très calmes. Alors que leur mère était en larmes et hystérique, visiblement traumatisée, les deux filles, elles, ne semblaient montrer aucun signe de détresse. Leur comportement froid contrastait profondément avec la gravité de la situation. Suite à l'altercation, les filles ont été inculpées et condamnées à suivre des séances de conseil familial avec leur mère. Malgré les efforts, pour réparer les relations, la vie de Nikki devenait un véritable cauchemar. Les membres de sa famille et même des amis proches minimisaient la gravité de la situation, attribuant ces disputes à des rébellions d'adolescentes. Mais pour Nikki, il était plus qu'évident que ce qu'elle vivait avec ses filles dépassait tout ça. Ce n'était plus une simple phase, mais quelque chose de menaçant. Quelques mois plus tard, un événement tragique allait confirmer cette réalité. Ce jour-là, tout commençait comme un jour ordinaire. Il était tard dans l'après-midi et les jumelles venaient de rentrer de l'école, lorsqu'elles ont soudainement été vers une voiture de police qui passait dans le quartier, apparemment en panique. Elles couraient vers les officiers, bouleversées, criant qu'elles venaient de faire une découverte macabre. Les jumelles, le visage en choc et en tristesse, expliquaient aux policiers qu'en rentrant chez elles, elles avaient trouvé leur mère dans la salle de bain, morte. Nikki était allongée dans la baignoire, son corps baignant dans une mare de sang. L'horreur de la scène que décrivaient Jasmia et Tasmia était insoutenable. Elles affirmaient qu'elles avaient aucune idée de ce qui s'était passé, et elles étaient complètement dévastées par la découverte du corps. À première vue, leur histoire semblait crédible, leur désarroi et leurs larmes étaient convaincants, et il était facile d'imaginer que ces deux adolescentes venaient de vivre un traumatisme. Mais pour les officiers, qui arrivaient sur les lieux, le choc laissait peu à peu place au doute. Le passé turbulent de la famille, les tensions, le comportement étrange des filles jetaient une ombre sur le récit. Ce jour-là, la vie de Nikki s'est prudemment arrêtée. Ce qui avait commencé par des disputes et des confrontations verbales entre mère et fille aurait pu se terminer en violence inouïe. Les policiers ne savaient pas encore toute l'ampleur de ce qu'ils venaient de découvrir, mais une chose est sûre, les adolescentes pouvaient y être mêlées. L'enquête sur le meurtre de Nikki démarra sans tarder, et très vite, les autorités se concentrèrent sur les proches de cette mère célibataire, pour tenter de comprendre qui aurait pu vouloir sa mort. Pendant que l'enquête progressait, les deux filles furent placées sous la garde des services de protection de l'enfance. Les policiers devaient examiner tous les aspects de la vie de Nikki, cherchant à identifier un potentiel coupable.
Les enquêteurs, en analysant plus en détail la scène de crime et le passé de la famille, commencèrent à se poser des questions assez troublantes. Les deux adolescentes avaient un ressentiment évident envers leur mère. Ce ressentiment, qui s'était manifesté à plusieurs reprises dans les mois précédents, était devenu un point clé de l'enquête. Les policiers décidèrent donc de soumettre Jasmiyah et Tasmiyah à un interrogatoire approfondi pour en apprendre plus. Lors du premier entretien, les jumelles montrèrent des émotions apparentes. Jasmiyah, en particulier, pleura en évoquant la mort de sa mère, donnant l'impression d'être bouleversée. Mais les enquêteurs, aguerris à ce genre de situation, restaient sceptiques. Ils décidèrent de séparer les jumelles pour voir si leurs récits coïncidaient. Cette stratégie allait bientôt révéler des incohérences. Lorsque Jasmiyah et Tasmiyah furent interrogées séparément, leur version des événements commençait à diverger. Les détails ne concordaient plus et les enquêteurs ont rapidement constaté que les jumelles étaient mal à l'aise, cherchant désespérément à maintenir un récit commun. Pendant son entretien, Tasmiyah, réalisant qu'elle était sous surveillance, se mit à prier à haute voix, implorant que le véritable meurtrier de sa mère soit retrouvé, tout en affirmant qu'elle n'était pas responsable. Ce geste fut perçu comme une tentative maladroite de détourner l'attention. Cependant, les enquêteurs découvrirent bientôt des indices plus accablants. Lors d'une autre séance d'interrogatoire, ils remarquèrent que les deux filles portaient des gants. Intrigués, les policiers leur ont demandé de les enlever. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait une découverte. Jasmiyah et Tasmiyah avaient des coupures et des marques de morsures sur leurs mains. Ces blessures suggéraient une lutte très violente, et lorsque les enquêteurs ont posé des questions, elles tentèrent immédiatement de minimiser les faits, affirmant que ces blessures étaient le résultat d'une dispute entre elles et qu'elles n'avaient rien à voir avec leur mère. Mais rapidement, l'histoire changea. Sous la pression, elles avancèrent une nouvelle explication. Elles prétendirent que les coupures étaient en réalité auto-infligées. Les policiers furent abasourdis lorsqu'au cours d'un des entretiens, Jasmiyah tenta de soutenir cette version en se mordant les mains devant la caméra, dans un effort assez visible pour pouvoir justifier les blessures. Les comportements inconsistants et suspects renforçaient les doutes des enquêteurs. Ce qui avait commencé comme une enquête visant à trouver un étranger coupable prenait désormais une tournure plus sombre. Toutes les preuves pointaient de plus en plus vers les adolescentes. Le soir même de l'interrogatoire, Jasmiyah et Tasmiyah furent autorisées à rentrer chez elles. Ce qu'elles ignoraient, c'est que la police avait discrètement équipé leur voiture de dispositifs d'enregistrement, espérant capter des conversations. À peine installées dans la voiture, les deux filles se mirent à parler avec un ton radicalement différent que celui qu'elles avaient utilisé plus tôt. Elles n'étaient plus des adolescentes bouleversées. Au contraire, elles semblaient détendues, presque arrogantes. Leur confiance était palpable. Elles discutaient du fait que la police ne serait jamais capable de retrouver l'arme et que, selon elles, les enquêteurs n'avaient aucune chance de prouver leur implication dans la mort de Nikki. Ce changement de ton alarmant renforça les soupçons des autorités. Pendant les mois qui suivirent, Jasmiyah et Tasmiyah reprirent leur vie comme si de rien n'était. Elles retournaient à l'école, maintenaient une vie sociale active et semblaient être persuadées d'avoir échappé à la justice. Pour elles, la menace d'être accusées semblait s'éloigner de jour en jour et elles profitaient de cette liberté. Cependant, la police n'avait jamais cessé de les surveiller. Les enquêteurs prenaient le temps de rassembler des preuves et de construire un dossier si solide contre les jumelles qu'ils accumuleraient des indices en vérifiant les incohérences des témoignages pour pouvoir les arrêter pour de bon. C'est dans ce cadre qu'ils mirent la main sur une pièce cruciale, une note manuscrite de Jasmiyah adressée à son petit ami. Dans cette lettre, elle a écrit « Je déteste vivre ici, être avec elle ». Ce message, qui révélait un profond sentiment de haine envers Nikki, offrait un aperçu de la haine et de la colère que les jumelles nourrissaient à l'égard de leur mère. Finalement, les autorités étaient prêtes à agir. Après des mois de collecte minutieuse de preuves, la police a frappé. Le 13 janvier 2010, 4 mois après le meurtre de Nikki, Jasmiyah et Tasmiyah ont été arrêtées. Les adolescentes qui s'étaient crues à l'abri des soupçons allaient désormais devoir répondre de leur acte devant la justice. Lorsque Jasmiyah et Tasmiyah furent arrêtées, leur arrogance initiale ne tarda pas à se transformer en rage. Elles se moquaient ouvertement des officiers,
refusant d'admettre leur implication. Mais une fois revêtues de leur combinaison orange, confrontées à la dure réalité d'une condamnation pour meurtre, les jumelles s'effondrèrent. Leur masque tomba et elles finirent par livrer une confession complète, enregistrée dans l'intégralité. Ce que les enquêteurs entendirent était choquant, même pour des professionnels. Les jumelles de 16 ans racontèrent en détail l'horreur de cette journée. Elles décrivirent comment, dans un accès de rage, elles avaient attaqué leur propre mère, la mordant, la frappant, la poignardant à plusieurs reprises. Leurs coups avaient été si violents qu'elles avaient presque été sectionnées la moelle épinière de Nikki. Le récit de cet acte barbare peinait à être entendu par les enquêteurs. Selon le témoignage, tout avait commencé par une dispute verbale ce matin. Nikki, excédée par l'attitude de ses filles, aurait saisi un pot, menaçant de s'en servir contre elle. Et dans la colère, les jumelles avaient tenté de lui arracher. Et ce n'était au départ qu'une querelle verbale, qui s'est transformée en lutte physique. Jasmia avoua avoir brisé un vase sur la tête de sa mère, tandis que Tasmia prit le pot et s'en servit pour la frapper. Le chaos grandissait. Selon le récit, un couteau se retrouva dans les mains de Tasmia, qui l'utilisa pour poignarder Nikki, pendant que Jasmia l'étranglait avec un ruban. À ce moment-là, Jasmia prit le couteau à son tour, infligeant plusieurs coups à sa mère. Je cite, « Mon état d'esprit à l'époque était celui de légitime défense. Ce n'était pas juste un combat de rue, c'était un combat à mort. » Après l'attaque, les jumelles transportèrent le corps blessé de leur mère dans la baignoire, qu'elles avaient remplie d'eau. Agonisant sous leurs yeux, Nikki leur aurait murmuré dans un dernier souffle qu'elle les détestait. J'avoue que j'ai quand même peine à y croire. Les jumelles la regardèrent sombrer sous l'eau, la vie quittant son corps. Elles savaient que leur mère était morte, et pourtant elles sont restées là, impassibles. Après le meurtre, sans montrer la moindre panique, les filles nettoyèrent soigneusement la scène du crime. Elles prirent le sac à main de leur mère, son téléphone et le pot et le couteau, qu'elles mirent dans un sac plastique. Puis, comme si de rien n'était, elles quittèrent la maison pour aller à l'école, jouant leur rôle d'adolescente ordinaire. 4 ans plus tard, lors du procès en 2014, Lydia Whitehead, la mère de Nikki, la grand-mère des petites, prit la parole au tribunal. Le cœur brisé par la perte de sa fille, elle exprima un amour profond pour Jasmia et Tasmia, affirmant qu'elle leur pardonnait malgré l'atrocité de les actes. Ces mots résonnèrent comme un témoignage poignant de la complexité des liens familiaux, même face à une trahison. Nikki Whitehead n'avait que 34 ans lorsqu'elle fut brutalement assassinée par ses propres filles, Jasmia et Tasmia, qui avaient jadis été des enfants adorés. Le choc de cet acte tragique a profondément marqué la famille et la communauté. Aujourd'hui, les jumelles expriment des regrets, affirmant que les événements de ce jour-là les ont emportées dans un tourbillon d'émotions incontrôlables. Elles disent souvent que leur mère leur manque terriblement et qu'elles souhaiteraient pouvoir revenir en arrière pour changer les choses. Finalement, Jasmia et Tasmia plaideront coupables d'homicide involontaire, une décision qui, bien qu'elle n'efface pas la douleur causée, leur permet d'assurer une certaine responsabilité pour leurs actes. Les 2 jeunes femmes furent condamnées à 30 ans de prison, une peine qui reflète la gravité du crime. En 2020, Jasmia se trouve à la prison d'État d'Arendal, tandis que sa sœur, Tasmia, purge sa peine à la prison d'État de Pulaski. Les 2 sœurs ont une date de sortie fixée au 19 mai 2040. Ce qui était autrefois une promesse d'avenir se transforme maintenant en une longue période de réflexion et de regret, alors qu'elles font face aux conséquences de leurs actes. Le chemin de la rédemption sera long, et le souvenir d'une mère aimante restera à jamais teinté par la tragédie de ce jour. Le chemin que les jumelles doivent parcourir est semé d'embûches et de réflexions. Leur confession et leur culpabilité face à la mort de leur mère témoignent d'un parcours marqué par des émotions exacerbées. En fin de compte, cette histoire nous rappelle l'importance de la communication et de la compassion dans les relations, des valeurs essentielles qui peuvent permettre d'éviter des tragédies aussi horribles que celle-ci. Voilà tout le monde pour l'histoire inédite personnellement de Nikki, l'histoire inédite des jumelles. J'espère qu'elle a pu vous intéresser. Alors vous savez que je parle beaucoup d'histoires de famille, d'histoires de maman, d'histoires de papa. Celle-ci m'a fait beaucoup de peine étant donné que Nikki avait déjà de base voulu prendre ses filles avec elle-même pour pouvoir leur offrir une meilleure vie, pour pouvoir leur offrir une très belle vie. Et je pense que en voulant simplement leur mettre des limites et leur mettre un cadre qu'elle n'a pas eu, elle a voulu leur montrer
ce qu'aurait pu être une vie assez belle et assez parfaite. Malheureusement, tout ceci s'est retourné contre elle, et le récit de cette histoire nous montre une fois de plus que parfois, les choses dérapent. Eric Richins a été un père de famille attentionné, un homme du terroir et un entrepreneur particulièrement prospère. Il avait beaucoup de qualités qui jouaient en sa faveur. Né de ses parents Jenny et Linda le 13 mai 1982, il a passé son enfance à Bountiful, dans l'Utah, où il a grandi sur le ranch familial spécialisé dans l'élevage de bétail. Cela signifiait qu'il a appris dès ses premières années ce qu'était une véritable journée de dur labeur. En tant qu'aîné de la fratrie, il a souvent consacré une grande partie de son temps à aider son père dans des tâches telles que nourrir les chevaux et les vaches, ainsi qu'à entretenir la vaste propriété. Mais surtout, il a pris son rôle de grand frère très à cœur, veillant attentivement sur ses jeunes sœurs avec une grande responsabilité. Durant ses années scolaires, Eric s'est distingué en tant qu'athlète, pratiquant divers sports tels que le baseball, le football et la course à pied. Après avoir obtenu son diplôme, il a investi énormément de temps dans l'entraînement et le mentorat d'autres jeunes garçons, partageant avec eux sa passion mais également ses connaissances. Pendant ces moments de détente, il profitait de nombreuses activités, notamment en plein air, telles que la chasse, les sorties en quad ou encore les balades en motoneige. Malgré cet emploi du temps bien chargé, Eric a réussi à mener de front une brillante carrière. Après avoir obtenu un diplôme en études internationales à l'université de l'Utah, il a fondé une entreprise de maçonnerie qui a rapidement prospéré. Réputé pour être un excellent partenaire d'affaires ainsi qu'un patron respecté, il a tissé des liens étroits avec ses collaborateurs mais également avec ses employés. Eric a littéralement construit son entreprise à partir de rien. Et au fur et à mesure que son succès grandissait, il n'a cessé d'encourager et surtout d'aider ceux qui l'entouraient à atteindre le même niveau de réussite. Bien loin de la jalousie et des envieux, Eric était un homme qui, au contraire, voulait que ses proches réussissent au moins autant que lui. C'était tout simplement sa nature. Il voyait toujours plus grand et pensait à autrui. Naturellement, son charisme attirait les gens autour de lui et il n'était jamais en manque d'admiratrices. En 2005, Eric a épousé sa première femme, Julie Jorgensen. D'après ceux qui la connaissaient, Julie faisait partie des plus belles filles de leur école. Le couple partageait de nombreux centres d'intérêt, notamment leur goût pour les activités physiques. Ils étaient toujours actifs, pratiquant ensemble le football, le basketball ou encore le ski. Malheureusement, cette romance en apparence parfaite n'a pas résisté à l'épreuve du temps. 4 ans plus tard, en 2009, leur mariage s'est soldé par un divorce houleux. La séparation, comme beaucoup de divorces, a été financièrement difficile, surtout pour Eric, qui a perdu une part conséquente de ses biens lors du partage des actifs. Comme beaucoup, il n'était jamais entré dans cette union en imaginant qu'un jour, il devrait renoncer à tant de ce qu'il avait durement acquis, mais cette douloureuse expérience lui a laissé une leçon indélébile. Peu de temps après la finalisation du divorce, une autre tragédie a frappé. Julie, l'ex-femme d'Eric, a perdu la vie dans un terrible accident de voiture. Alors qu'elle était arrêtée à un feu rouge, une camionnette l'a percutée à une vitesse de 113 km/h. Et vous doutez bien que de toute façon, cette camionnette n'avait rien à faire sur cette route à 113 km/h. Le conducteur, sous l'influence de la marijuana, n'avait pas pris la peine de dégivrer correctement son pare-brise par cette froide journée de janvier. Il a été incarcéré, mais pour Eric, bien que leur relation avait pris fin depuis plusieurs années, cet événement l'a profondément affecté. C'était une des nombreuses épreuves qu'il allait devoir surmonter par la suite. Quelques années plus tard, Eric a fait la rencontre de Corey, une caissière qui travaillait au Home Depot du coin. Grâce à son entreprise de maçonnerie, il se rendait très régulièrement dans ce magasin, où il était bien connu et apprécié de tout le personnel, et également de Corey. Peu à peu, Eric a commencé à s'attacher à elle, ce qui a marqué un nouveau tournant dans sa vie personnelle. Selon Linda King, une employée du Home Depot,
Eric entrait toujours dans le magasin avec un large sourire accroché au visage. Évidemment, puisqu'il savait très bien qu'il allait voir cette jeune femme. Il semblait rayonner d'énergie positive, ce qui ne passait pas inaperçu aux yeux de ses collègues. Un jour, après avoir remarqué les regards fréquents d'Eric jetés en direction de Cory, une jeune caissière du magasin, Linda, lui avait conseillé de prendre son courage à deux mains et d'aller lui parler. Pendant un certain temps, Eric hésitait, redoutant un éventuel rejet. Mais finalement, il s'était rendu à suivre les conseils de Linda. Il avait donc approché Cory, alors qu'elle s'affairait à sa caisse. Toutefois, sa nervosité l'avait empêché de lui demander son numéro de téléphone directement, alors il avait préféré demander à un ami de s'en charger à sa place. Après cette première approche plutôt timide, Eric avait enfin osé à inviter Cory à sortir. Cette jeune femme, une jolie brune pétillante, avait 7 ans de moins qu'Eric. Elle était en pleine quête de sa voie professionnelle et essayait de comprendre ce qu'elle souhaitait vraiment faire dans sa vie. Son ambition était plutôt palpable. Elle avait immédiatement été impressionnée par le sens des affaires d'Eric et son engagement à faire prospérer son entreprise de maçonnerie. Dès leur première rencontre, les deux étaient devenus pratiquement inséparables. Leur famille et amis les décrivaient comme un couple fusionnel, passionnel, et le frère de Cory disait même qu'Eric s'était intégré à leur famille comme s'il n'en avait toujours fait partie. Il s'était montré attentionné envers la jeune femme, la soutenant dans tous ses projets, des plus petits aux plus gros, et lui offrait un soutien sans faille dans la réalisation de toutes ses ambitions. Et grâce à l'encouragement de son prince charmant, Cory s'était inscrite à l'université d'État de Weber pour obtenir un diplôme en administration des soins de santé. La vie semblait alors s'ouvrir devant eux, avec une multitude de possibilités. En 2012, ils avaient même fait un grand pas en ayant aménagé ensemble dans une immense et magnifique demeure située à Francis, toujours dans l'Utah. Ce manoir, un véritable rêve pour le couple, et pour beaucoup de personnes j'imagine, comprenait 5 chambres, 4 salles de bain et était évalué à un peu plus de 1,1 million de dollars, ce qui est quand même énormissime. À cette époque, Eric connaissait un succès remarquable, et c'est le cas de le dire, générant près de 1 million de dollars par année grâce à son entreprise florissante. Un an après leur emménagement, le 15 juin 2013, Eric et Cory s'étaient mariés dans l'arrière-cour de leur splendide propriété. Après tout, avec une telle maison, je pense que t'as pas forcément besoin de louer une salle des fêtes pour te marier. Ce fut malgré tout un mariage simple, mais pas moins élégant pour autant, entouré de leurs proches, de leurs amis et famille. Avant de se dire oui, Cory avait accepté de signer un contrat prénuptial qui stipulait qu'en cas de divorce, elle ne pourrait réclamer aucune part des gains générés par l'entreprise de Eric. Évidemment, ce dernier s'était déjà fait avoir une fois dans le passé, clairement, il n'allait pas faire la même erreur 2 fois. De plus, à ce moment-là, l'entreprise était déjà évaluée à 2,5 millions de dollars et continuait à croître. Hors de question pour lui de perdre ça. Le contrat prénuptial incluait une autre clause essentielle. Aucun des deux conjoints ne pourrait revendiquer les actifs futurs de l'autre. Cependant, si Eric décédait avant elle, Cory aurait droit à une partie de ses biens, y compris sa participation dans l'entreprise. Malgré le fait qu'ils envisagent, si jamais il y a un divorce, de ne rien partager, ils veulent quand même que si l'un d'eux venait à mourir pendant le mariage, que l'autre puisse survivre à ce dernier. Après avoir traversé un premier divorce difficile qui lui avait coûté une part importante de sa fortune, Eric pensait qu'il était prudent de protéger ses intérêts financiers et personnellement, c'est ce que je conseille à toute personne qui me parle de futur mariage, signer un contrat, c'est super important. Je sais que lorsque l'on prévoit de se marier et que l'on va se marier, on n'a pas forcément envie de penser que éventuellement, on va devoir divorcer. On espère, quand on se marie, que ça va durer pour toute notre vie, qu'on va faire notre vie ensemble et mourir aux côtés de l'autre. Malheureusement, il faut quand même se rappeler qu'il y a un mariage sur 2 qui ne fonctionne pas, et même si je ne vous le souhaite pas, ce mariage sur 2 peut potentiellement être le vôtre. Donc si vous prévoyez de vous marier, signez un contrat,
On n'est jamais à l'abri, surtout lorsqu'il y a une énorme différence de revenus entre les deux. Bref, après ce, après ce petit passage un petit peu morose, désolé pour les futurs mariés, on reprend l'affaire. Évidemment, Eric n'aurait jamais imaginé que cet accord, signé en toute bonne foi, pourrait un jour causer sa perte. Le couple avait rapidement fondé une famille. Ils avaient accueilli 3 fils, Carter, Ashton et Weston. Eric considérait ses enfants comme la plus grande réussite de sa vie, bien au-delà de son entreprise. Pour lui, la paternité était un rôle qu'il prenait très à cœur, et il idolâtrait ses garçons autant qu'il l'idolâtrait en retour. Ensemble, Eric et Kouri semblaient mener une vie idéale. Il continuait à prospérer dans son entreprise, tandis que Kouri avait monté sa propre société immobilière, achetant des maisons pour les revendre à profit. Il voyageait à travers le monde, vivant des aventures et des moments privilégiés en famille. Vu de l'extérieur, ils formaient un couple parfait, un modèle de réussite et de bonheur. Mais comme souvent, les apparences peuvent être bien trompeuses. À partir de l'année 2015, les choses ont commencé à se compliquer pour Kouri, notamment sur le plan professionnel. Son entreprise immobilière rencontrait des difficultés financières, car il tentait de grandir plus rapidement que ses bénéfices ne le permettaient. Dans un effort désespéré pour maintenir ses projets en cours, Kouri avait commencé à emprunter de l'argent à Eric. Si Eric était au courant d'une partie de ses emprunts, il semble qu'elle ait également pris des initiatives sans même le consulter. En mars 2019, elle avait ouvert une ligne de crédit au nom de Eric en falsifiant sa signature. Elle avait emprunté environ 250 000 $, utilisé environ 30 000 $ sur ses cartes de crédit et retiré 100 000 $ supplémentaires de ses comptes bancaires. Et tout ça à l'insu de Eric. En tout, elle lui avait donc subtilisé près de 494 000 $, ce qui est vraiment énorme. C'est lors d'un rendez-vous à la banque que Eric avait découvert l'ampleur des dépenses effectuées en son nom. Profondément choqué et déçu par sa femme en qui il avait une confiance aveugle, il avait confronté cette dernière, qui lui avait promis de rembourser chaque centime dès qu'elle réaliserait des bénéfices avec ses ventes immobilières. Malheureusement, ces promesses ne s'étaient jamais concrétisées. Leur relation, déjà tendue, s'était encore détériorée. Les disputes, notamment à propos des finances, étaient devenues quasi quotidiennes. De plus, des rumeurs persistantes couraient dans leur petite ville. Il se murmurait que Kouri aurait une liaison. Cependant, aucune preuve tangible ne venait étayer ces rumeurs, et par respect pour Eric et ses enfants, personne ne souhaitait intervenir. Un événement en particulier avait éveillé de sérieuses inquiétudes chez Eric. Lors de vacances en Grèce, après avoir bu un cocktail préparé par Kouri, il avait soudainement été pris de violents maux d'estomac. Il avait confié à sa sœur qu'il craignait que Kouri ait pu, pourquoi pas, tenter d'empoisonner, bien qu'il refusait de croire qu'elle en serait réellement capable. Mais personnellement, je pense qu'à partir du moment où tu n'as ne serait-ce que l'idée que ta femme ou ton mari, peu importe, ait pu, dans l'éventualité, tenter de t'empoisonner, c'est le moment de mettre fin à la relation. Personnellement, qu'il peut y avoir quelques petits problèmes de confiance dans une relation, ça peut se comprendre, surtout selon le passé de certains, mais au point de penser que ton partenaire a tenté de t'empoisonner, part loin. En octobre 2020, inquiet pour sa sécurité et également celle de ses enfants, Eric avait pris la décision de consulter un avocat spécialisé en divorce ainsi qu'un expert en planification successorale. Sans en informer sa femme, il avait modifié son testament et créé une fiducie vivante, confiant à sa sœur Kathy Richins Benson la gestion de sa succession. En cas de décès, tous ses biens devaient être transférés à cette fiducie, privant ainsi Kouri de toute possibilité d'hériter directement. Alors que cette dernière continuait à accumuler plus de 3,1 millions de dollars de dettes, l'entreprise d'Eric atteignait une valeur de près de 5 millions de dollars. C'est vraiment des montants qui sont vertigineux. Alors que nous, pauvres gens de la société, quand on a 200 € de découvert, on a l'impression que c'est la fin du monde, elle accumule 3,1 millions de dollars de dettes. C'est vraiment lunaire. Leur mariage touchait clairement à sa fin. Mais Eric n'avait pas encore initié de procédure de divorce, préférant se concentrer sur la protection de ses enfants. Il voulait avant tout s'assurer que ses enfants seraient pris en charge, quoi qu'il arrive. Le 14 février 2022,
À l'occasion de la Saint-Valentin, Corey avait préparé un repas romantique pour son cher mari. Elle avait laissé un sandwich et une note d'amour sur le siège de son camion. Pourtant, après avoir mangé ce fameux sandwich, Eric avait immédiatement, mais vraiment immédiatement, directement après, souffert d'une réaction allergique sévère. Il avait dû se précipiter chez lui pour utiliser l'épipène de leur fils afin de calmer les symptômes. Encore une fois, Eric avait confié à un ami qu'il soupçonnait Corey d'avoir tenté de l'empoisonner délibérément. Malgré ces événements troublants, Eric semblait hésiter à admettre pleinement que sa femme pourrait éventuellement vouloir le tuer. Peut-être espérait-il simplement que sa paranoïa était injustifiée et que ces incidents n'étaient finalement que des coïncidences malheureuses. Pourtant, cette petite voix intérieure, celle qui le poussait à douter, n'avait jamais vraiment disparu. Moins d'un mois après l'incident de la Saint-Valentin, le 3 mars 2022, Eric et Corey avaient mis leurs 3 garçons au lit avant de prendre quelques verres. Selon Corey, ils célébraient la fermeture d'une maison qu'elle venait d'acheter pour 2 millions de dollars avec l'intention de la rénover et de la revendre. Cependant, des membres de la famille contesteraient plus tard cette version, affirmant que Eric n'était pas d'accord avec cet achat particulier et qu'il avait même envisagé d'en dissuader Corey. Quoi qu'il en soit, cette nuit-là, Corey avait préparé à son mari un Moscow Mule qu'elle lui avait apporté dans leur chambre à coucher. Eric l'avait bu avant de prendre une gomme au THC, une habitude qu'il avait lorsqu'il voulait se détendre et bien dormir. Corey, pour sa part, s'était endormi dans la chambre de l'un de leurs fils qui faisait souvent des cauchemars. Selon cette dernière, vers 3 h du matin, elle avait été réveillée par les pleurs de leur enfant. Après l'avoir calmée, elle était finalement retournée dans la chambre principale pour rejoindre Eric au lit. C'est alors que d'une manière mystérieuse, elle avait trouvé Eric inconscient allongé au pied du lit. Paniqué, Corey avait immédiatement appelé les secours et suivi les instructions pour tenter de réanimer Eric avec un massage cardiaque. Pourtant, lorsqu'ils étaient arrivés, les secours avaient noté un détail étrange. Eric saignait de la bouche, et Corey, qui prétendait avoir pratiqué la réanimation, n'avait aucune trace de sang sur elle, laissant alors planer un doute sur ses actions. Eric, âgé de 39 ans, en bonne santé, un homme actif, fut déclaré mort sur les lieux. La cause exacte de sa mort n'était pas immédiatement claire, mais une autopsie a révélé par la suite une surdose de fentanyl. Les résultats étaient stupéfiants. Eric avait dans son système une quantité de fentanyl 5 fois supérieure à la dose mortelle. Face à cette révélation, une question cruciale se posait. Comment le fentanyl était-il entré dans son organisme? Corey avait alors avancé une explication. Eric avait pris une gomme au THC ce soir-là, comme il le faisait régulièrement. Il était possible, selon elle, que la gomme ait été accidentellement mélangée à du fentanyl. Accidentellement. Toutefois, cette théorie laissait la famille d'Eric complètement sceptique. Pour eux, cette explication ne tenait pas du tout la route. Certes, Eric consommait occasionnellement des gommes au THC, mais il n'était pas du tout un consommateur régulier de drogue dure. Le fait que cette gomme spécifique ait été contaminée par du fentanyl semblait improbable, voire même inconcevable. Moins de 48 heures après la mort de Eric, un climat de méfiance s'était installé entre Corey et la famille de son mari. La sœur d'Eric, Cathy, avait décidé de rester dans la maison familiale pour veiller sur les enfants. Cependant, Corey avait demandé à être seule pour entamer son deuil en toute intimité. Cathy, elle, avait refusé, arguant que la maison appartenait à Eric et qu'il n'était pas sûr que Corey puisse y rester encore longtemps. Comme vous le voyez, il y avait pas mal de tensions entre Cathy et Corey, mais elles ont encore monté d'un cran lorsque Corey avait tenté de faire ouvrir le coffre-fort d'Eric contenant plus de 125 000 $ en espèces. Cathy est évidemment intervenue, insistant pour que Corey laisse le coffre-fort tranquille. Les échanges s'étaient envenimés entre les deux femmes et Corey avait violemment frappé Cathy au visage et au cou. La police a même dû être appelée sur place, ajoutant une dimension encore plus dramatique et franchement complètement lunaire à la situation déjà bien tendue. Et vous vous en doutez, la découverte que Corey avait été retiré de la succession d'Eric, qu'il avait modifié son testament à son insu, avait fait éclater une véritable bataille judiciaire. Corey ne contrôlait plus rien.
ni les actifs d'Eric, ni ses entreprises, ni ses polices d'assurance vie. En février 2023, elle avait déposé une plainte contre la fiducie d'Eric, contestant le fait que sa sœur, Cathy, ait pris le contrôle de la succession. Elle affirmait que, selon l'accord prénuptial, elle devait bénéficier d'un pourcentage des actifs d'Eric en cas de décès, tant qu'ils étaient encore mariés. Elle soutenait également qu'elle avait contribué à l'achat et à l'hypothèque de leur maison, ce que Cathy contestait formellement, précisant que la maison avait été acquise avant leur mariage et que Coury n'avait apporté aucune contribution financière. Cathy demandait également au tribunal de rejeter la plainte de Coury, évoquant les circonstances suspectes de la mort de son frère. Cette tragédie était donc loin d'être résolue, et au cœur de ce drame, une question demeurait. Qui bénéficierait vraiment de la fortune d'Eric? Et surtout, on en est encore là, comment expliquer sa mort mystérieuse au fentanyl? Alors que l'affaire de la succession d'Eric s'est poursuivie devant les tribunaux, la police a de son côté intensifié son enquête sur les circonstances de sa mort. Ils ont commencé à penser qu'il s'agissait de bien plus qu'une simple overdose accidentelle. Parallèlement, pendant tout ce temps, Coury Richins a publié un livre pour enfants intitulé « Es-tu avec moi ?», qu'elle a dédié à mon mari incroyable et un père merveilleux. Ce livre, destiné à offrir du réconfort et de l'apaisement aux enfants ayant perdu un être cher, a été mis en vente sur Amazon, où il a rencontré un certain succès initialement. Coury a fait la promotion de son ouvrage dans plusieurs médias locaux, évoquant son expérience personnelle en tant que veuve et mère de jeunes enfants. Cependant, peu de temps après la sortie du livre, celui-ci a été retiré de la plateforme. Cette décision est intervenue juste après l'arrestation de Coury pour meurtre aggravé et possession de drogue avec intention de distribuer. Les procureurs étaient plus que persuadés que Coury avait prémédité la mort de Eric, motivé par un désir d'appropriation de sa fortune. Elle faisait face à une montagne de dettes, dépassant les millions de dollars, principalement en raison de ses mauvaises décisions commerciales. Selon l'accusation, elle aurait prévu de se libérer de ses problèmes financiers et de commencer une toute nouvelle vie, notamment avec un homme avec qui elle aurait eu une liaison. Malgré ces accusations, Coury a plaidé non coupable de toutes les charges retenues contre elle, y compris les accusations supplémentaires de tentatives de meurtre et de fraude. L'enquête a révélé des éléments inquiétants. En janvier 2022, soit quelques mois avant la mort de Eric, Coury avait modifié, sans son consentement, la police de son mari d'une valeur de 2 millions de dollars pour se désigner comme la seule bénéficiaire. Le partenaire commercial de Eric, qui était l'ayant droit initial, en a été écarté. Lorsque ce dernier en a été informé, Eric a pris des mesures pour restaurer son partenaire commercial en tant que bénéficiaire, seulement quelques semaines avant sa mort. Malgré ça, Coury n'a pas abandonné ses tentatives. Elle a cherché à souscrire une nouvelle police d'assurance vie de 100 000 dollars au nom de Eric. Tout ça n'était pas un hasard. Le motif financier derrière ces actions devenait de plus en plus évident. Même un aveugle l'aurait vu. Accablée par des dettes, Coury savait que, selon leur contrat prénuptial, elle ne recevrait rien en cas de divorce. En revanche, si Eric décédait pendant leur mariage, elle hériterait d'une somme substantielle, à condition qu'il n'ait pas pris de disposition pour la priver de ses fonds. Lors d'une perquisition, les enquêteurs ont mis la main sur des téléphones et des ordinateurs qui ont révélé des échanges incriminants entre Coury et une femme de ménage, une certaine Carmen Lauber. Les messages montraient que Coury avait acheté du fentanyl à 3 reprises à partir de janvier 2022. Carmen a en effet confirmé avoir vendu à Coury jusqu'à 90 pilules, dont du fentanyl, quelques jours avant l'incident de la Saint-Valentin. Ce jour-là, rappelez-vous, Eric avait cru qu'il avait été empoisonné par un sandwich que Coury lui avait préparé. 12 jours après cette tentative d'empoisonnement ratée, Coury a envoyé un message à Carmen demandant des drogues bien plus puissantes, en spécifiant qu'elle voulait des trucs à la Michael Jackson, selon elle, en référence au propofol, une substance également impliquée dans la mort de la star américaine. Le propofol, pour ceux qui ne connaissent pas, est un agent anesthésique intraveineux d'action rapide, utilisable pour l'induction et l'entretien de l'anesthésie générale ainsi que pour la sédation en unité de soins intensifs et pour la sédation anesthésique des actes de courte durée et en complément d'anesthésie loco-régionale.
En plus de ça, puisque malheureusement ce n'est pas tout, Kouri a tenté de supprimer certains messages échangés la nuit où son mari est décédé, mais les enquêteurs ont fort heureusement réussi à en récupérer quelques-uns. Ces échanges réguliers avec un homme nommé Robert Grossman, qui était suspecté d'être son amant, ont renforcé les soupçons des enquêteurs. Robert travaillait pour Kouri en tant que bricoleur, l'aidant à rénover des maisons qu'elle revendait par la suite. Ces messages, en plus des autres preuves accumulées, ont ajouté encore plus de poids à la thèse selon laquelle Kouri avait planifié méticuleusement le meurtre de Eric pour des raisons financières mais également personnelles. Parce que au-delà de l'aspect financier, les procureurs ont aussi mis en lumière le rôle central que cette relation extra-conjugale aurait joué dans la motivation de Kouri à vouloir éliminer son mari. En effet, sans son mari, elle pouvait vivre la vie qu'elle souhaitait vivre avec son amant, et en plus de ça, avec tout l'oseille de son défunt mari. Génial, non? Les preuves, heureusement, ne se sont pas arrêtées là. L'accumulation de ses actions, de ses recherches suspectes sur Internet aux échanges avec ses complices, a montré une volonté claire de préparer le terrain pour la mort de Eric, tout en s'assurant que sa propre vie en serait transformée et ce de manière positive. Cela a permis à l'accusation de tisser un portrait inquiétant d'une femme prête à tout, même au meurtre, pour résoudre ses problèmes personnels et financiers. Un des messages récupérés a révélé une photo envoyée par Kouri montrant deux personnes en train de s'embrasser, accompagnées de la légende « Je t'aime ». Ce message a été envoyé peu de temps avant que Kouri ne soit accusé d'avoir préparé la boisson ayant causé la mort de son mari Eric. Malheureusement, certains messages cruciaux pourraient être perdus à jamais. Kouri a soutenu que son téléphone était resté branché dans sa chambre ce soir-là. Toutefois, les enquêteurs ont découvert que le téléphone avait été verrouillé et déverrouillé à plusieurs reprises et que des messages avaient été échangés. Et ces messages ont malheureusement disparu pour toujours. De plus, des recherches effectuées à partir de ces appareils soutiennent la théorie de l'accusation. Parmi ces recherches figuraient des requêtes telles que « Quelle est la dose mortelle de fentanyl ? Prison de luxe pour les riches en Amérique. La certification de décès dit en attente. L'assurance vie payera-t-elle toujours ? Les flics peuvent-ils vous forcer à faire un test de détecteur de mensonges ? Comment supprimer définitivement des informations d'un iPhone à distance ?» L'avocat de la défense a affirmé que ces recherches n'avaient aucune signification, les expliquant comme des curiosités de Kouri sur les traitements de preuves dans son cas. L'équipe de défense a insisté sur le fait qu'il n'existait aucune preuve qu'elle ait tenté d'empoisonner son mari, et que toutes les accusations n'étaient que spéculations. Bien qu'il ait été discuté si l'accusation demanderait la peine de mort, il a été annoncé l'année dernière qu'après avoir consulté la famille d'Eric, la peine capitale ne serait pas requise. En cas de condamnation, Kouri Richins pourrait écoper de 25 ans de prison, jusque la prison à vie. En septembre de l'année passée, en 2023, alors que Kouri était incarcéré, quelque chose de notable a été découvert dans sa cellule, suscitant de nombreux débats sur sa signification. Il s'agissait d'une lettre intitulée « Marche avec les chiens », correspondant exactement au titre inscrit en haut de la note. Certains croient que cette lettre constituait une instruction destinée à sa famille sur la manière de témoigner au tribunal. Écrite par Kouri, la lettre demandait à sa mère d'inciter son frère à affirmer qu'Eric avait obtenu les médicaments ayant causé sa mort au Mexique. Les procureurs ont qualifié cette lettre de tentative de falsification de témoignage, tandis que l'équipe de défense a soutenu de son côté qu'il ne s'agissait pas d'une lettre authentique, mais plutôt d'une partie d'un livre de mystère fictif que Kouri écrivait sur l'emprisonnement au Mexique. Bah voyons, je trouve que sa défense a pas mal d'imagination. La défense a tenté de faire rejeter l'affaire, arguant que cette fameuse lettre avait compromis la possibilité d'un procès équitable. Cependant, cette demande a été rejetée et le procès se poursuivra. En mai de cette année, en 2024, Kouri a fait sa première déclaration publique depuis son arrestation, répétant son innocence face aux accusations et appelant le monde à lui accorder une chance. Son procès, qui sera jugé par un jury, est prévu pour avril 2025. Il reste donc en cours et évidemment, je vais continuer de le suivre de très près. J'ai vraiment hâte de savoir ce que ce procès va donner. Est-ce qu'elle va plaider non coupable? Est-ce qu'elle va plaider coupable? Est-ce qu'elle va être condamnée à vie ou non?
J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. La véritable tragédie de cette affaire réside dans la forte probabilité que les 3 fils d'Eric et de Cory pourraient perdre leurs 2 parents si leur mère est reconnue coupable. Actuellement élevés par des membres de leur famille et protégés autant que possible de cette situation, bien que ça reste quand même malgré tout difficile, ils auront un jour l'opportunité de lire les accusations portées contre leur mère, ainsi que les croyances de leur père quant à ses intentions. Ils découvriront également comment, malgré tout, il a tenté de les protéger et de les assurer financièrement pour l'avenir. Quant au livre intitulé « Es-tu avec moi ?», il dépeint Eric comme un ange veillant sur ses jeunes fils après sa mort. Il est désormais suggéré que ce livre aurait pu être une tentative de Cory pour dissimuler ses véritables motivations, ses actions et ses sentiments concernant la mort de Eric. Si cela s'avère vrai, ça pourrait être l'une des choses les plus troublantes que Cory ait faites jusqu'à présent, en utilisant la douleur de ses enfants pour se présenter elle-même comme une victime, tout en étant l'auteur de cette même douleur. Et maintenant, avant de finir, j'ai quand même quelques questions pour vous. Pensez-vous que les preuves recueillies contre Cory Hitchens sont suffisantes pour démontrer sa culpabilité, ou croyez-vous qu'il s'agit simplement de spéculation ? Comment interprétez-vous la lettre justement « Marche avec les chiens » trouvée dans la cellule de Cory ? Pensez-vous qu'elle constitue une tentative de falsification de témoins, ou est-ce simplement un élément d'un livre fictif, comme le soutient la défense ? Le livre « Es-tu avec moi » aurait-il pu être une tentative de Cory de manipuler les perceptions publiques et juridiques à son avantage ? L'affaire Cory Hitchens est bien plus qu'une simple enquête criminelle. C'est un puzzle complexe mêlant secret, mensonge et manipulation. Comment une femme, perçue comme une épouse aimante et une mère dévouée, en est-elle venue être accusée du meurtre de son mari ? Est-elle réellement coupable ? Ou avons-nous sous les yeux un montage judiciaire où chaque pièce ne s'imbrique pas parfaitement ? Les questions restent nombreuses et beaucoup sont sans réponse. Ce mystère continue de diviser et la justice devra trancher. Et j'ai vraiment hâte de savoir ce que la justice va dire concernant toute cette affaire. Et c'est donc tout pour cette affaire et j'espère qu'elle était encore inconnue pour vous, qu'elle vous a plu et surtout que vous allez me dire ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires. Je pense que c'est un mystère pour personne si je vous dis que personnellement, je pense qu'elle est responsable de la mort de Eric et que c'était évidemment pour un gain financier, mais également pour pouvoir faire sa petite vie avec son amant, recommencer tout à zéro avec l'argent de son défunt mari. Je pense que toutes les preuves vont clairement dans ce sens, malgré le fait que la défense tente de la défendre comme ils peuvent, mais bon, j'ai envie de dire, après tout, c'est leur travail. Mais voilà, pour moi, elle est coupable, elle a assassiné Eric, et elle a très mal joué son coup, et je trouve ça vraiment horrible. Elle s'est mise dans la galère financière toute seule, et c'est son mari qui en paye les pots de sa propre vie. Et je trouve ça vraiment dégueulasse. Ça me donne encore moins envie de me marier. Voilà. Donc si l'un de vous est riche et qu'on se marie à l'avenir, bah réfléchissez bien avant. On sait jamais. On sait jamais. Ça me ferait de la peine de vous retrouver sur cette chaîne, quoi. Sur ces mots, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle affaire. Merci à vous, passez une bonne soirée ou une bonne journée. À très vite. Ciao.